mais en fait, on peut attendre ce qu'on veut des autres, on peut attendre ce qu'on veut de l'État, on peut attendre ce qu'on veut de l'État un peu maman. Tu sais, on a un peu ce truc-là en France où on veut que l'État nous protège, on veut que l'État résolve nos problèmes, on veut que l'État nous aide, on veut que l'État soit notre maman, et le jour où cette maman est un peu trop sévère, on se rebelle. En fait, on peut aussi considérer que l'État n'est pas si important que ça, et que quel que soit l'endroit dans lequel on vit, on a une marge de manœuvre, un champ d'action qui est, je pense, beaucoup plus élevé que ce qu'on pense. Ma motivation la plus forte dans ma vie, c'est que les gens ils osent réaliser leurs rêves. Je veux déclencher une révolution en remettant la méritocratie au cœur de notre société. Donc, si tu as envie de faire changer les choses, je pense que ça doit passer par l'entrepreneuriat. Quoi que tu dises, quelle que soit la phrase que tu dis, il y a un mec qui n'est pas d'accord. Salut les amis, c'est Valorant pour le Crayon Business. On se retrouve pour une nouvelle interview les yeux dans les yeux. Je suis aujourd'hui avec Antoine BM. Salut Antoine. Salut Valorant, merci pour l'invitation. Ça fait très plaisir de t'avoir ici. Je le dis pour les gens qui nous regardent, mais j'ai beaucoup suivi tes vidéos et tes podcasts, donc c'est un grand plaisir de te retrouver face à toi. Je vais te lancer directement du coup sur un sujet qui m'intéresse. Ouais. Tu avais fait une vidéo autour d'une mentalité française, sans la globaliser à tous les Français, mais une mentalité qui était française, qui était une mentalité un peu de victimisation, qui arrangeait bien les politiques et parfois certaines personnes. Qu'est-ce que toi t'en penses et où est-ce qu'on en est aujourd'hui, notamment après le Covid ? Ouais, si tu veux, moi, avant j'étais très comme ça. Quand j'étais adolescent, quand j'étais jeune, je considérais qu'il y avait plein de choses qui allaient pas, mais j'avais rien fait de ma vie. Et je me sentais vraiment emprisonné dans ma vie, dans un monde auquel je faisais pas mes propres choix, et je pensais que c'était les autres qui conditionnaient ce monde-là. Et un jour, j'ai compris que je pouvais le conditionner moi-même en créant mon entreprise, en m'émancipant finalement par moi-même. Et à ce jour-là, en fait, j'ai complètement changé de mindset en me disant, mais en fait, on peut attendre ce qu'on veut des autres, on peut attendre ce qu'on veut de l'État, on peut attendre ce qu'on veut de l'État un peu maman. Tu sais, on a un peu ce truc-là en France où on veut que l'État nous protège, on veut que l'État résolve nos problèmes, on veut que l'État nous aide, on veut que l'État soit notre maman, et le jour où cette maman est un peu trop sévère, on se rebelle. En fait, on peut aussi considérer que l'État n'est pas si important que ça, et que quel que soit l'endroit dans lequel on vit, on a une marge de manœuvre, un champ d'action qui est, je pense, beaucoup plus élevé que ce qu'on pense. Et moi, en fait, en construisant ma vie, que je considère d'être une vie de liberté, en construisant mon activité en ligne, je me suis aperçu qu'en fait, j'avais une marge de manœuvre énorme, et donc du coup, j'essaye de sensibiliser un peu les gens à ça, à dire c'est bien de se rebeller, c'est bien de critiquer, c'est bien d'essayer de faire changer les choses d'un point de vue politique, mais on peut avoir beaucoup plus d'impact dans sa vie personnelle, et même dans son entourage, parce qu'on a tendance à rayonner, simplement en faisant des choix individuels. Voilà. Et comment avoir un déclic sur ce genre de sujet ? Parce que c'est aussi la question que beaucoup de gens se posent. C'est oui, très bien, et je pense que beaucoup de gens sur le principe sont d'accord avec ce discours, mais comment on passe à l'action après derrière ? Ouais. Pour moi, la meilleure façon de passer à l'action, c'est de s'inspirer d'autres gens qui l'ont fait. Donc de se rendre compte qu'en fait, il y a des gens qui sont un peu comme nous, qui sont pas si différents, qui sont partis de point où on en est aujourd'hui, qui ont réussi à faire ce qu'on essaie de faire, et de regarder comment ils ont fait et de les imiter. Je pense qu'il y a plusieurs phases. La première phase, c'est la phase du singe, où tu observes, tu imites, et ensuite tu atteins la phase du lion, où tu construis et tu crées. Mais il faut passer par cette phase-là un peu de l'enfant qui s'éduque, qui apprend, qui observe et qui imite. Je comprends bien, mais du coup, tous les gens qu'on regarde, que ce soit des influenceurs, des youtubeurs, parfois même des entrepreneurs, des politiques, ce sont des gens qui parfois nous inspirent moins. Est-ce que c'est si important que ça de s'inspirer de ces choses-là, ou est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être plus que ça passe par, je sais pas, l'éducation nationale ou autre, de la formation, les études ? Si, bien sûr, moi je pense pas que tout le monde soit au même niveau. Je pense pas que tout le monde à la naissance ait les mêmes chances. Ça, c'est évident que non. Enfin, on a plein de chiffres et de faits qui nous le montrent. Mais je pense qu'en fait, c'est pas forcément très utile de se concentrer là-dessus. En fait, on peut se victimiser. Il y a beaucoup de gens qui passent leur vie à se victimiser, à se dire j'ai pas eu les bonnes conditions, ce qui souvent est vrai, c'est un fait, mais ça va pas les aider. Moi, je suis utilitariste. Je pense c'est bien de concevoir et de comprendre le monde, mais c'est encore mieux de trouver des solutions à nos problèmes. Et donc, on peut considérer qu'on n'a pas de chance, ce qui peut tout à fait être vrai, mais ça va pas nous aider à avoir de la chance à améliorer notre sort. Et on peut par contre considérer que quel que soit notre environnement de départ, on peut faire quelque chose pour l'améliorer. Donc moi, c'est plus ça, c'est-à-dire que j'essaye pas de dire aux gens qu'ils peuvent tous y arriver avec une chance égale, mais ce que j'essaie de dire aux gens, c'est moi je vais essayer de vous donner des outils et des méthodes pour atteindre le maximum de ce que vous pouvez atteindre avec ce que vous avez. Peu importe d'où vous partez, peu importe vos diplômes, peu importe votre milieu social, peu importe votre niveau de langage, votre niveau de compétence, je pense que vous pouvez construire votre liberté. C'est ça, moi, mon message. Tu crois au mérite ? Alors,
Je crois au mérite. Je crois pas au mérite vis-à-vis de l'argent. C'est-à-dire, je pense pas que l'argent soit proportionnel au mérite. Je pense pas qu'un footballeur mérite de gagner ce qu'il gagne. Mais je pense qu'un footballeur, c'est normal qu'il gagne ce qu'il gagne parce que c'est la loi du marché. Donc, je crois en la loi du marché et je pense que il y a évidemment, par exemple, tu prends un prof d'école, c'est un métier qui est très difficile, qui est peu rémunéré et qui est pas aujourd'hui, qui est pas extrêmement respecté. Et c'est dommage parce que c'est un métier pour le coup pour lequel il faut beaucoup de mérite pour faire ça, tu vois, pour aller enseigner devant 30 collégiens qui ont qu'une envie, c'est autre chose que être là, tu vois, c'est partir, c'est très difficile, ça demande du courage, ça demande des méthodes, de la persévérance. Donc je pense pas qu'on soit rémunéré au mérite, donc moi j'enseigne pas ça, mais ouais, je crois au mérite quand même comme tout le monde. Mais tu crois pas, parce que tu parlais du coup de professeurs, tu crois pas aussi qu'un des problèmes, sans nier évidemment et leur qualité et leur courage de faire ce qu'ils font, est-ce que tu crois pas qu'il y a aussi une forme de ringardisation de leur rôle parce que justement il y a des gens comme toi qui permettent d'apprendre d'autres choses qui sont généralement pas apprises à l'école? Alors moi je suis pas anti-école, et je suis encore moins anti-prof. Les profs ils font ce qu'ils peuvent, ils ont un programme, ils suivent le programme. Moi je pense qu'il ne faut pas confondre études et éducation. C'est-à-dire que je pense qu'on peut s'éduquer en dehors des études. Et je pense que ça c'est encore, même s'il y a de plus en plus de gens qui le disent, je pense que c'est encore sous-estimé aujourd'hui. C'est-à-dire que la génération de mes parents par exemple, pense encore ils sont très nombreux encore à penser qu'on peut pas réussir sa vie si on n'a pas fait de grandes études. Et moi, on m'a mis ça dans la tête, mais très profondément depuis très jeune, en me disant si tu veux réussir ta vie, il faut faire des études. Par les parents, par l'école, par les parents. Par l'école aussi, c'est vrai qu'à l'école on te le répète tout le temps, et en fait je me suis rendu compte qu'on pouvait aussi réussir en dehors des études. Moi j'ai pas fait de grandes études, j'ai arrêté mes études en cours de route, j'ai fait que 3 ans d'école de commerce, qui n'était pas une excellente école de commerce, et ça m'a pas empêché d'avoir du succès dans ce que je fais aujourd'hui, parce que j'ai privilégié, pendant cette époque-là où j'étais étudiant, j'ai privilégié mon éducation, donc j'ai lu pas mal de bouquins, des bouquins qui sont écrits par des experts, par des gens qui sont vraiment très très bons dans leur domaine, qui sont souvent bien plus qualifiés qu'un prof en école, et je pense que ça c'est sous-estimé en fait. On dit pas beaucoup aux enfants de lire des livres de non-fiction par exemple, alors que ça c'est une forme d'éducation qui peut t'apporter quand même énormément dans ta vie, plutôt qu'un diplôme où en fait tu es à égalité avec tous les autres élèves qui ont ce diplôme-là. Quand tu sors d'école de commerce, tu as été formaté, tu sors d'une usine et t'es identique, tes compétences sont identiques à tout un tas d'autres élèves. Ce qui va faire la différence, même face à un employeur, pas seulement dans l'entrepreneuriat, c'est les compétences transversales, celles que tu vas développer par toi-même, à côté, dans des bouquins, dans tes rencontres avec les gens et dans ton expérience, dans ce que tu vas faire, dans tes projets personnels aussi. Je pense qu'on encourage aussi pas assez les enfants à se lancer dans des projets. Tu vois, les parents regardent toujours d'un mauvais œil quand les enfants passent beaucoup de temps devant un ordinateur, mais tu sais pas ce qu'il fait l'enfant devant un ordinateur. Si ça se trouve, il est en train d'apprendre à coder, si ça se trouve, il est en train de créer des sites web, si ça se trouve, il est en train d'essayer de monter un petit business, tu vois, ou du graphisme, ou de faire des vidéos YouTube, et tout ça en fait c'est des compétences qui dans le siècle dans lequel on vit vont avoir énormément de valeur, que ce soit si tu deviens indépendant entrepreneur, mais aussi si tu deviens salarié, je pense. Tu parles justement de l'enfant qui est dans son ordinateur et qui développe des compétences. Il y a souvent ce parallèle qui est fait avec les États-Unis, où les États-Unis, dès l'âge de 11-12 ans, les enfants sont déjà en train de travailler, en train de livrer des journaux, faire des sites internet. Ouais, c'est super, moi j'adore ça. Ouais. Pourquoi en France on a autant de mal à avoir autant de monde qui sont justement en train de créer de la valeur dès leur plus jeune âge, parfois par fun, parfois par responsabilité? Qu'est-ce qui nous manque en France pour réussir à avoir de plus en plus de jeunes qui passent à l'action, même dès le plus jeune âge? Je pense que c'est vraiment cette mentalité un peu globale de dépendance, qui n'est pas seulement une dépendance à l'État, mais aussi une dépendance aux grandes entreprises. En France, on sort quand même vraiment d'un siècle de salariat massif, c'est-à-dire que c'est quoi plus de 90% de la population qui était salariée il y a quelques années encore. Enfin, c'est énorme. Et en fait, aux États-Unis, c'est quand même très différent. Aux États-Unis, il y a énormément de jobs indépendants depuis très longtemps. Il y a énormément de small business, tu vois, c'est un gros truc là-bas. Et je pense que du coup, on incite les enfants aussi à se former, à se débrouiller. En fait, un small business, c'est quoi? C'est de la débrouillardise. J'ai une compétence, j'essaie de créer un business model autour de ça. En France, on nous incite à devenir de bons salariés, c'est-à-dire à entrer dans les cases que les recruteurs de grosses boîtes cherchent, parce qu'on a ces grosses boîtes qui sont si importantes et si influentes. Donc ils le feraient plus dans l'intérêt du système que dans le nôtre? Ah, j'en sais rien. Moi, je pense pas qu'il y a un machiavélisme global. Je pense pas qu'il y a une personne qui gère tout ça et qui a. Non, je pense que c'est un système qui a été construit comme ça par la force des choses et qui subsiste sans vraiment je pense pas qu'il y a quelqu'un qui, si tu veux, qui décide ça. Je pense que ça s'est fait et que ça se nourrit, mais en fait, ça peut être changé à tout moment.
à l'échelle individuelle. Oui, et donc tu parlais dans une de tes vidéos notamment des études et du fait qu'on n'apprend pas réellement l'entrepreneuriat pendant ses études, Ouais. que c'est très difficile. Et pourtant, il y a un paradoxe par rapport à ça, non pas que ce que tu dises soit faux, mais c'est que aujourd'hui, les entrepreneurs dont on parle le plus à notre génération, c'est généralement des entrepreneurs qui ont fait des grandes écoles, qui se retrouvent à faire des grosses levées de fonds, un peu dans une forme d'entre-soi qui est parfois critiquable, alors que pourtant, ce ne sont pas forcément les entrepreneurs qui ont le plus connu le terrain. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'il y a justement un peu cette dualité entre les entrepreneurs qui ont fait soit peu d'études, soit qui ont commencé très tôt, et ceux qui ont fait très peu d'entrepreneuriat mais des très bonnes études et qui du coup ont la confiance des investisseurs? Ouais, je pense qu'on a aussi des contre-exemples à ça. Hein. T'as Xavier Niel en France qui s'est pas particulièrement démarqué par ses études, c'était un cancre. Grandjean, Ouais, Grandjean, Steve Jobs, enfin t'as plein quand même d'entrepreneurs légendaires qui ont réussi par la débrouillardise. En France, je pense qu'il y a un truc quand même qui t'aide énormément dans l'entrepreneuriat, c'est le réseau. Et s'il y a un avantage, je dirais que je pense que c'est l'avantage principal à faire une grande école, c'est que tu crées un réseau quand même de gens qui sont globalement très compétents et très travailleurs. Parce que pour rentrer les grandes écoles, moi je crache pas sur les grandes écoles. Je pense qu'en France on a quand même des écoles, des formations exceptionnelles avec des gens, surtout les gens qui vont dans ces formations, c'est des gens qui sont extrêmement bosseurs et souvent très ambitieux aussi. Donc forcément, quand tu rassembles un pool de gens qui sont extrêmement bosseurs et très ambitieux, tu te retrouves avec des grands succès derrière. C'est normal. Mais je pense qu'on peut aussi réussir par la débrouillardise. Elle est critiquable ou pas cette logique de réseau? Non, Non. ça me dérange pas moi. Là pour le coup on est purement dans le mérite quand même, parce que les gens qui atteignent ces écoles, il suffit pas d'avoir de l'argent pour entrer dans ces écoles-là, il faut quand même bosser, c'est quand même des écoles, c'est pas facile, tu vois. Faire Sciences Po, faire HEC, c'est quand même... moi j'ai pas la capacité de travail et la persévérance nécessaire par exemple pour faire une école comme ça. J'ai essayé, j'ai fait une prépa Sciences Po, j'ai abandonné au bout de 2 mois, je me suis dit c'est qui ces malades. Moi j'ai pas du tout ces capacités. En France on a quand même des gens qui sont des putains de bosseurs de fous. Alors par contre parfois ce qu'ils perdent un peu c'est l'aspect justement un peu créativité, débrouillardise que va avoir un type comme Xavier Niel, mais on peut pas dire qu'ils sont pas méritants, non, je critique pas du tout. Tu parles énormément du fait de commencer à prendre sa vie en main, de prendre son indépendance. C'est quoi la première étape, au-delà de la réalisation, mais c'est quoi la première étape d'action pour justement avancer vers une nouvelle vie d'indépendance? Parce que c'est aussi un risque que beaucoup de gens prennent si jamais ils passent à l'action, et que beaucoup de gens ont cette peur aussi de quitter une forme de confort, que ce soit le salariat, les études ou autre. Tout à fait. Alors, il y a deux façons d'entreprendre. La façon la plus connue, c'est la start-up. C'est genre, tu as une idée, tout tourne autour d'une idée, et tu rassembles des gens, des fonds, des investisseurs pour essayer d'en faire quelque chose. Ça, pour moi, c'est la façon la plus complexe de créer une société, et je comprends pas pourquoi c'est la façon la plus connue. Il y a une façon qui est quand même beaucoup plus simple, c'est tu pars de ce que tu sais faire déjà, de ce que tu fais déjà sur tes loisirs. Et en fait, il y a plein de gens qui ont des loisirs qui s'assimilent à du travail. Les gens qui font des vidéos sur YouTube, c'est du travail. Les gens qui font des podcasts ou des interviews comme toi, c'est un travail évidemment, même si t'as 15 ans et que tu fais ça dans ta chambre et que t'as trois personnes qui regardent ça. Les gens qui s'amusent à faire du graphisme, à faire tout ça, c'est du travail. Donc en fait, il y a plein de gens qui travaillent déjà, qui ont déjà une démarche entrepreneuriale, sauf qu'ils le savent pas forcément et qui gagnent pas d'argent avec parce qu'ils n'ont pas cherché à mettre ça en face de clients. Moi, je pense que la meilleure façon de commencer, c'est de regarder ce que tu sais faire, ce que tu fais déjà et te dire, ok, est-ce que ça pourrait correspondre à un besoin de marché, et de commencer tout simplement à le vendre. Je sais pas, t'es designer de mode, t'aimes bien faire des vêtements sur ton temps libre, te dire tiens, est-ce que j'aurais pas des copines qui voudraient l'acheter, et puis ensuite te dire tiens, je pourrais pas faire un compte Instagram et puis commencer à vendre mes premières pièces et puis ensuite commencer à embaucher. Souvent ça part de là, et en fait tu peux créer une boîte relativement simplement en partant de tes compétences. Mais du coup, il y a deux choses qui pour moi s'affrontent dans cette logique-là, c'est la potentielle carrière que tu pourrais avoir dans une entreprise si tu persévères dans cette entreprise, et celle que tu pourrais avoir en tant qu'entrepreneur. Mais est-ce que le fait de développer une compétence comme du graphisme, de la vidéo par exemple en tant qu'entrepreneur, ça te ferme pas aussi des portes que l'entreprise peut t'ouvrir dans une espèce de développement de compétences plus global? Il faut choisir, soit tu veux monter les échelons dans une entreprise, soit tu veux te débrouiller et créer ton entreprise à toi. Mais je pense qu'il faut choisir. Après, il y a aussi des gens qui passent 10 ans ou 15 ans ou 20 ans dans une boîte et qui ensuite se lancent en tant qu'entrepreneur. Mais j'ai le sentiment que c'est plus difficile parce qu'on a acquis cette mentalité de salarié, on attend qu'on nous dise quoi faire. Et c'est pas une mentalité efficace quand on va entreprendre. Quand on va entreprendre, il y a vraiment ce truc-là de on travaille pour accomplir des choses. On travaille pas parce qu'on est payé pour travailler, on travaille parce qu'on a des résultats à atteindre, parce qu'on va accomplir des choses. Donc moi, je pense que c'est plus tu démarres jeune, plus c'est facile dans l'entrepreneuriat. Il faut démarrer petit, avec ce que tu as déjà, tes clients, c'est ta cousine, ta mère, tes amis. Commencer vraiment petit avec ce que tu as déjà et ensuite s'élargir. Moi, c'est ma philosophie à moi. Après, je dis pas qu'il n'y a pas d'autres manières d'entreprendre. Ok, non mais je comprends très bien. Et d'ailleurs, tu pars en Tour de France pour aller rencontrer différentes personnes de ton audience qui ont justement eu, eux, ces développements d'activités financières.
C'est ça, toi, ton objectif principal, au-delà de ta liberté à toi, c'est celle de la créer pour les autres? Bah, c'est mon métier, je suis payé pour ça. Moi, je vends de la formation en ligne. Donc, les gens qui achètent mes formations, leur objectif, c'est de devenir indépendant. Donc, moi, j'en avais marre qu'on vienne me voir et qu'on me dise « Ouais, mais est-ce que les gens y arrivent vraiment ?» Donc, je me suis dit bah, « Je vais voir s'ils y arrivent vraiment. » J'ai fait un petit appel à témoins sur mon groupe Facebook. J'ai eu des centaines de personnes qui ont répondu. Et maintenant, je vais les rencontrer, je les interviewe. Et c'est pas toujours des succès extravagants, hein, c'est pas des millions d'euros. Souvent, c'est des gens qui font quoi 2 000, 3 000, 5 000, parfois 10 000 euros par mois avec leur activité. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est la transformation. C'est les gens qui sont passés d'une vie où ils se sentaient malheureux et emprisonnés, comme c'était mon cas au début, à une vie où ils se sentent libres et en contrôle. C'est ça, moi, qui m'intéresse davantage que l'argent, c'est la liberté. Mais l'argent est un des instruments de la liberté. T'as pas besoin d'être millionnaire, mais t'as besoin de gagner suffisamment pour pouvoir t'affranchir d'un système ou d'un patron. Et comment tu vis le fait de parfois avoir des gens beaucoup plus âgés que t'as aidés? Bah en fait, je m'en fiche, enfin, c'est très bien, tu vois. Je pense qu'il n'y a pas d'âge, si tu veux, c'est pas particulièrement flatteur de me dire, ah, il y a un truc quand même que j'apprécie, c'est le fait qu'il y a des gens qui aient l'humilité de se faire former par quelqu'un de 2 fois plus jeune qu'eux. Ça, c'est quelque chose que je respecte, parce que c'est pas le cas de tout le monde. Moi, je sais pas si j'aurais cette humilité-là à leur âge. Donc ça, c'est quelque chose que je respecte infiniment. Et je pense que c'est un facteur de succès aussi, de savoir se remettre en cause et de se dire, bah, cette personne est beaucoup plus jeune que moi, mais elle a peut-être quand même des choses à m'apprendre. Par contre, je trouve pas ça étrange ou bizarre, je trouve ça tout à fait naturel. En fait, si tu découvres quelqu'un qui a des meilleures compétences que toi, pour X ou X raison, c'est normal de te faire former par cette personne. Et j'avais discuté avec David Laroche justement du business de la formation et de dire qu'il y avait une forme de paradoxe dans le fait que le business de la formation, on gagnait de l'argent pour apprendre aux gens comment gagner de l'argent, et donc il y avait un peu une espèce de système qui se mordait la queue, qui provoque certaines critiques. Comment toi tu les vois, ces critiques? Bah, faut voir combien de cercles il y a dans ce cercle vicieux où en fait il y a qu'un seul cercle dans mon cas. C'est-à-dire que moi j'enseigne aux gens à gagner de l'argent en enseignant des choses aux gens, c'est vrai, mais ça s'arrête là. C'est-à-dire que j'enseigne pas, c'est pas une pyramide où les gens à leur tour enseignent aux gens comment gagner de l'argent, etc. C'est-à-dire que moi, vraiment, mon objectif, c'est que mes clients se lancent dans d'autres thématiques. J'ai des clients dans le tennis, j'ai des clients dans la natation, j'ai des clients dans l'orthopédie, enfin, j'ai des clients vraiment dans plein de domaines différents, très vastes, dans la musique, enfin, plein de choses différentes. Et donc, si tu veux, la boucle s'arrête à ce moment-là. Donc moi, ma passion, c'est ça. Donc je suis resté là-dessus. Et je pense que c'est un business model qui vraiment peut changer la vie d'énormément de gens. On est encore au tout début. Donc je pense que ça vaut le coup de continuer à être diffusé. Mais mon but, c'est pas de créer une armée de clones de gens qui font exactement la même chose que moi. Alors évidemment, il y en a dans l'eau. Je peux pas les en empêcher et je respecte. Oui, c'est même une forme d'héritage de cette manière. C'est normal. Tu vois, il y a des gens qui ont envie de faire exactement la même chose. C'est normal. Mais la plupart des gens qui me suivent ont une thématique propre à eux. Et donc si tu veux, la boucle s'arrête à ce moment-là. Quelle est ton ambition future à 5-10 ans? Est-ce que tu as envie de rester dans ta logique un peu de liberté ou de développer des choses peut-être beaucoup plus imposantes? Alors moi j'ai besoin de me sentir libre au quotidien, c'est-à-dire que j'ai besoin d'avoir peu d'attachement, j'ai besoin de pouvoir voyager quand je veux pas de bureau, je veux pas de salariés qui m'attendent toute la journée et qui veulent savoir qu'est-ce qu'ils ont à faire. Donc moi j'ai construit un système qui est très nomade, très libre, c'est-à-dire que j'ai une équipe avec des prestataires, c'est des gens qui ont le droit de travailler pour d'autres gens s'ils le souhaitent, qui gèrent leur temps exactement comme ils veulent et qui vivent où ils veulent. Il y en a qui vivent en Roumanie, en Normandie, enfin un peu partout. Donc ça c'est important pour moi et je compte rester comme ça. Par contre, ça ne veut pas dire que j'ai pas d'ambition de croissance. Évidemment que j'ai envie de croître, évidemment que j'ai envie de voir jusqu'où je peux aller. J'ai aussi envie d'explorer de nouveaux sujets, j'ai aussi envie d'explorer de nouveaux formats. Je pense que j'ai la chance d'être dans un monde qui évolue extrêmement rapidement. Ma thématique aujourd'hui n'a rien à voir avec ma thématique il y a 10 ans. Et donc, je pense que ça va évoluer. Mais moi, je me vois très bien sinon faire ça, c'est-à-dire enseigner et créer du contenu. Je me vois très bien faire ça toute ma vie parce que c'est ce que j'ai toujours fait et c'est un métier de passion, quoi. C'est les deux dernières questions de cet entretien. Ouais. Qui tu aimerais voir dans cette interview sur le Crayon Business à ta place? J'ai un ami qui est brillant, qui s'appelle Victor Ferry. Je crois que tu l'as pas encore interviewé, je sais pas si tu vois qui c'est. Je vois très bien qui c'est. Ouais, donc il a une chaîne YouTube, il parle de rhétorique et lui ça va t'intéresser parce qu'il a un discours un peu politique, c'est-à-dire qu'il pense que, et d'ailleurs il fait beaucoup d'analyses de politique, il pense que on peut changer le monde et réussir à impacter la société par l'art de la rhétorique. Donc je pense que ça va être passionnant pour tes auditeurs. Effectivement, ça peut être très intéressant et puis on a en plus une petite idée derrière la tête de ce qu'on pourrait faire avec lui, peut-être que ça lui plaira, on lui proposera. Top. Victor, si tu nous regardes d'ailleurs. Parce que c'est bien gentil d'analyser des débats, mais à un moment il faut débattre aussi en vrai. Exactement. Je pense qu'on te conviera dans le ring, Victor. Challenge lancé. Challenge lancé, exactement. Et la dernière question, qu'est-ce que ça t'évoque si je te dis trace tes contours? C'est le slogan du Crayon. Si je devais l'interpréter, je dirais que c'est l'idée de se
de s'auto-définir quelque part. C'est-à-dire de se dire voilà ce que je suis, voilà ce que je suis pas, voilà ce que je fais, et d'avoir... en fait, ça rejoint pas mal tout ce qu'on a dit dans cette interview, c'est d'avoir cette autodétermination de c'est moi qui décide où est-ce que je vais, c'est moi qui décide ce que je fais, c'est moi qui décide quelles sont mes limites, c'est moi qui décide jusqu'où je peux aller. Voilà. Je dirais que c'est ça en fait le contour, pas laisser les autres, si ça se trouve c'est pas du tout ça, je dis n'importe quoi, hein, mais non, mais il mon n'y a pas interprétation, de bonne réponse. c'est pas laisser des autres te mettre une barrière en fait. C'est te dire j'ai le droit d'avoir des limites, des choses que je fais pas, j'ai le droit d'avoir des limites à mon ambition aussi. Me dire moi vraiment j'ai pas envie de devenir Elon Musk. Sa vie m'attire pas du tout. Pour moi c'est un enfer ce qu'il vit au quotidien, tu vois. Et tu penses quoi du coup de ceux qui veulent le devenir? Je respecte. C'est super, ils font ce qu'ils veulent, mais on n'est pas obligé en fait. C'est ça le truc, c'est que c'est pas parce qu'on a des modèles qui sont très populaires en société que ça doit être des modèles pour tout le monde. Et on peut respecter le type tout en se disant sa vie est un enfer, j'ai aucune envie de lui ressembler. Mais toi qui es un modèle pour beaucoup de gens, est-ce que parfois on te prête ce genre d'ambition que tu n'as pas, par exemple? Les gens sont toujours un peu déçus quand je leur dis que je veux faire ça tout pendant le restant de mes jours. Ils disent ouais mais c'est quoi l'étape d'après machin. Moi je pense que c'est très noble comme métier, tu vois. Genre les gens veulent faire une start-up et créer une app ou un produit à la con, mais je veux dire, tu vois, t'as créé un produit, genre un petit produit pratique que les gens utilisent au quotidien, c'est bien, mais changer la vie des gens grâce à des contenus et des formations, c'est mieux, moi je trouve. Enfin, j'ai un impact qui concerne peut-être pas des millions de personnes, mais qui est très intense dans la vie des gens. Donc moi je considère que je suis ambitieux avec ça. Mais les gens sont toujours un peu déçus parce qu'ils veulent que tu deviennes Elon Musk ou que tu fasses un truc pas possible. Mais après, il faut voir si ça correspond à ton mode de vie et ce que tu veux avoir dans ta vie. Moi, je donne beaucoup de valeur à la qualité de vie, au lifestyle, à la liberté, tout ça. Et donc, c'est pas compatible. Je comprends très bien. Merci beaucoup, Antoine. Merci à toi. C'était super intéressant. J'espère que les gens qui nous ont regardés, ça leur a plu. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Évidemment, abonnez-vous à la chaîne, laissez un commentaire. Où est-ce que tu veux qu'on te retrouve principalement? Mail, newsletter? C'est ma newsletter, YouTube. donc Antoine BM sur Google, premier lien, on s'inscrit et c'est réglé. Super, avec un mail tous les jours que vous pouvez suivre du coup des conseils. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt sur le Crayon Business. C'était Valorant. Ciao.